Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Dans cet épisode de Changer pour mieux, nous recevons Léna Basile, ex-DRH, qui a cofondé un cabinet sur le job sharing et qui va nous parler de son parcours et de cette nouvelle organisation innovante du travail. Bonne écoute! Bonjour Léna, nous sommes ravis de vous recevoir dans ce podcast. Avant toute chose, je vais vous laisser vous présenter en quelques mots et présenter ce que c'est que le job sharing, comment est apparu le concept, ce qu'il permet comme avantage, comme réponse aux enjeux actuels de notre société. Merci à vous d'être venu à notre podcast. Oui, merci de me recevoir aujourd'hui Sophie, c'est super. Donc moi j'ai un parcours RH, ça fait plus de 15 ans que je suis sur des postes de direction RH en tant que salariée. Et puis il y a quelques années, je me suis lancée en tant que manager de transition quand j'ai eu ma petite fille pour avoir un peu plus de flexibilité. Ça a duré 4 ans. Pour des raisons personnelles, j'avais repris un job de directrice développement RH à la banque, dans le secteur bancaire. Et voilà, il y a eu des réorganisations internes qui ont fait que finalement je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat et j'ai fondé effectivement Meta4Human il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et à travers Meta4Human, on accompagne les entreprises sur la thématique de l'engagement collaborateur à travers 3 casquettes notamment. Une première casquette en tant que DRH à temps partagé, où j'ai toujours des missions opérationnelles de direction RH. Je suis également coach certifiée, donc j'accompagne en tant que coach formatrice et consultante sur la thématique de l'engagement collaborateur. Et je suis également cofondatrice d'un cabinet qui s'appelle Worksharing et qui accompagne les entreprises sur le job sharing. Très bien, on aura l'occasion justement de parler de ce concept innovant, le job sharing, plus en détail. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans tout votre parcours à explorer des concepts innovants, un peu originaux, comme le job sharing dans les ressources humaines? Alors, c'est vrai que mon parcours, j'ai été plutôt sur des missions. Je sais pas si c'est ma personnalité ou si c'est ça s'est fait comme ça, sur des missions où j'ai beaucoup structuré. J'ai accompagné des transformations. J'ai été plutôt sur des postes, où on était dans une dynamique de construction et de développement. Et donc, ce qui veut dire aussi de trouver des solutions, quelquefois un peu innovantes, pour pouvoir apporter de la performance et puis de la structure au niveau de la politique RH. Je pense que je suis de nature très curieuse aussi et je suis assez créative et j'aime beaucoup. J'aime bien l'innovation, aller voir ce qui se fait ailleurs. Je suis toujours en veille en fait de ce qu'on peut faire de mieux et ce qu'on peut prendre, on va dire, chez nos voisins, que ce soit à l'étranger, que ce soit dans d'autres structures, dans d'autres secteurs. C'est pour ça aussi que j'ai fait pas mal de secteurs d'activité très différents. Parce que j'ai un peu du mal avec la routine, je pense. Je m'ennuie un petit peu vite. Et donc effectivement, depuis le Covid, on va dire, j'ai été plutôt sur des missions. Il fallait que je trouve des solutions, notamment d'attractivité, de fidélisation. J'ai été beaucoup en tant que DRH de transition sur ces sujets-là. Et puis, dans le secteur bancaire aussi, c'était un vrai sujet de se dire comment est-ce qu'on arrive à attirer et à fidéliser les talents dans on va dire, un secteur et puis une période où la rétention des talents est un vrai sujet pour la performance des entreprises. Et donc, ce qui a fait qu'effectivement, je me suis formée à pas mal de choses. J'ai apporté une casquette complémentaire à mon métier de RH sur l'accompagnement. Je me suis professionnalisée en tant que coach avec tout un tas d'outils. Et puis, effectivement, j'ai été en veille sur des nouveaux dispositifs RH et managériaux pour retenir les collaborateurs et pour bien comprendre finalement les leviers d'engagement et de motivation. Puisque l'idée, en fait, c'était de pouvoir trouver une balance, un compromis entre les attentes de l'entreprise et les besoins des collaborateurs. Et donc, en fait, le job sharing, moi, je l'ai vécu
il y a plus de 20 ans, au début de carrière. C'était mon premier job en alternance. J'ai fait un DUT dans le secteur bancaire toujours, pas sur des fonctions RH, j'étais en agence sur des fonctions commerciales. Et donc j'ai vécu le job sharing pendant 2 ans, puisque pendant que j'étais en poste pendant 1 mois, mon binôme était à l'IUT pendant 1 mois. Et en fait, on était sur le même périmètre de responsabilité. Et on était interchangeables dans le sens où quand j'étais pas là, lui était là et inversement. Et on tenait un seul et même poste. On avait une seule adresse mail, on avait un seul et même portefeuille client avec des objectifs communs. Et donc il y avait des périodes où on était ensemble pendant les vacances scolaires. Et l'idée c'était justement qu'on prenne pas nos vacances en même temps pour qu'il y ait une continuité d'activité. Puisque le job sharing, pour faire simple, c'est co-exercer une fonction en co-responsabilité. Donc souvent 2 personnes à temps partiel, mais aussi ça peut être à temps plein, sur une même zone de mission et de responsabilité. Donc ça permet à l'entreprise effectivement d'avoir cette continuité d'activité, de pouvoir avoir aussi une complémentarité et une pluralité des compétences, puisque quand on a 2 personnes, forcément on démultiplie un peu les profils, et puis une puissance aussi intellectuelle et une puissance de performance et de productivité qui est alors j'ai envie de dire c'est même plus que x2, parce que quand on a 2 cerveaux, on crée beaucoup plus, on est beaucoup plus réactif, on a des prises de décision qui sont beaucoup plus rapides, on a plus d'idées, on est plus autonome aussi dans notre quotidien. Et puis pour les collaborateurs, c'est super, parce que moi c'est vrai que j'ai beaucoup appris de mon binôme. Il y avait des sujets sur lesquels j'étais beaucoup moins à l'aise, et puis lui beaucoup plus. Moi j'étais plus sur la relation, on va dire, de proximité avec les clients. Lui était plus dans l'assertivité commerciale. Moi j'avais un peu plus de mal là-dessus. Finalement on se complétait bien et puis on s'apprenait l'un l'autre, et ça permettait aussi à nos interlocuteurs de pouvoir avoir une relation différente et de piocher finalement là où ils étaient le plus à l'aise aussi. Donc voilà, ça répond à tout un tas d'enjeux, et je trouve qu'aujourd'hui le job sharing prend vraiment une place importante dans les nouveaux leviers d'engagement. Ça répond à des problématiques par exemple de parentalité. Quand on a des personnes qui veulent prendre du temps pour eux à un moment donné de leur carrière, et qui n'ont pas envie de faire une croix sur leur évolution aussi, parce que souvent ce qui se passe, moi je l'ai vécu quand j'ai eu ma fille, en fait on se dit qu'on veut prendre un peu de temps, mais finalement on se dit en fait dans le job dans lequel je suis, notamment sur des postes à responsabilité, prendre un temps partiel c'est pas tout le temps évident, voire c'est quasi infaisable plus on monte dans l'échelle, on va dire, et dans la hiérarchie. Et là, l'idée, c'est de pouvoir justement se dire que on peut prendre du temps pour soi, conserver son emploi, voire évoluer et atteindre des postes à responsabilité encore plus importants qu'avant le job sharing finalement. Donc c'est une vraie opportunité aussi d'évolution et de développement des compétences et de continuité de carrière. C'est également, moi je vois de plus en plus aujourd'hui avec ma casquette RH de salariés aidants par exemple, quand on sait qu'aujourd'hui on a, je crois que c'est un salarié sur 5 qui est aidant et qui a besoin de temps aussi à certains moments. Alors ça ne veut pas dire que il va être toute sa vie sur du temps partiel, mais peut-être qu'à un moment donné, il aura besoin d'avoir un peu plus de temps sur une période donnée, etc. Et ça peut permettre effectivement, sachant qu'on sait que le côté professionnel aussi, dans des cas, par exemple, d'aidance ou de maladie, c'est aussi un exutoire, on va dire, un moment où on se ressource et où on a besoin de ça aussi, pour conserver une vie sociale, pour conserver une stimulation intellectuelle et pour se sentir utile et reconnu. Donc du coup, ça permet aussi de pallier à certaines situations, que ce soit des accidents de vie, que ce soit aussi du slashing. Je prends là mon exemple actuellement, par exemple. Dans l'idée, moi je me dis que sur ma mission de DRH, dans l'absolu, si je pouvais avoir une mission de DRH, un job sharing pour conserver mes activités de coach formatrice et en même temps avoir ce côté et collectif et sécurisation d'un CDI et en ayant des postes à responsabilité, ça répond aussi à beaucoup d'enjeux, notamment sur des jeunes générations qui ont envie de se lâcher, qui ont envie d'avoir une pluralité, qui ont envie d'avoir plusieurs vies professionnelles dans toute leur carrière. Donc ça répond à pas mal de choses et aux enjeux aussi. Alors là, je le vois aux enjeux RH intergénérationnels. On a quand même une balance négative entre les futurs départs à la retraite et les nouveaux actifs qui vont arriver sur le marché dans les 5 prochaines années. Donc ça permet aussi de pouvoir maintenir les seniors dans l'emploi en aménageant leur job et avec une transmission du savoir et des compétences
individualisé, sécurisé, normé, et l'entreprise du coup conserve aussi en termes de performance et en termes de sécurisation des compétences. Donc voilà, j'ai beaucoup parlé parce que je suis très passionnée par le sujet. Et c'est intéressant parce qu'on voit que ça répond, cette idée du job sharing à plein d'enjeux différents et qui sont d'actualité, donc la parentalité, les problématiques générationnelles, que ce soit avec le vieillissement de la population, où on peut être amené à devoir être aidant quand on a nos parents qui vieillissent, qu'on vieillit nous-mêmes, qu'on a aussi parfois avec l'allongement de la durée de vie active, ce besoin de rester en poste et en même temps peut-être pas à plein temps. Cet enjeu aussi générationnel, mais du côté de la jeune génération, où on a envie d'avoir, vous dites, plusieurs vies professionnelles, mais même simultanément en fait, c'est même pas plusieurs vies professionnelles les unes après les autres, c'est en même temps plusieurs vies professionnelles, donc être slasher comme vous disiez. Avoir peut-être une activité qui nous permet pas de vivre à temps plein, mais du coup aussi une sécurisation avec un temps partiel, mais pas sur un poste alimentaire, un poste vraiment intéressant, à responsabilité. Enfin voilà, donc ça répond à plein d'enjeux. Je trouve c'est intéressant voilà de voir en fait finalement toutes les palettes de problématiques auxquelles peut répondre cette conception innovante de job sharing. Et j'en viens du coup à une question du coup un peu, je reprends ma casquette ex-RH qui voit le côté négatif de tout. Quels sont un peu les risques pour alors là je pense à mes auditeurs, donc pour le salarié du coup, à quoi il faut être vigilant si on est intéressé par le job sharing en tant que salarié, mais aussi bon là je reprends ma casquette du coup de RH ou de formatrice en management, pour l'entreprise, quels sont les points de vigilance à avoir? Alors oui, parce que c'est un mode de travail. Tout n'est pas magique. Il y a pas de ça répond à certains enjeux. C'est pas fait pour tout le monde déjà, parce qu'il y a un côté. Il faut mettre de côté son ego. Quand on est en job sharing, on est deux. On travaille en co-responsabilité. Ça veut dire qu'on partage tout. On partage tout dans le sens où on partage les succès, on partage les échecs aussi. Et pour que ça fonctionne bien, on ne doit pas prendre le dessus l'un sur l'autre. C'est-à-dire que effectivement, on est interchangeable entre guillemets. En tout cas, on est en remplacement mutuel. Et même aux yeux de nos interlocuteurs, on doit être finalement qu'une seule et même unité, en identité quelque part. Donc l'ego n'a pas sa place en fait dans du job sharing, ce qui est pas forcément évident dans notre culture française, et notamment plus on monte dans la hiérarchie, parce que c'est assez ancré en fait dans nos croyances, et on a un côté individualiste qui est assez poussé quand même. Donc effectivement, il faut vérifier en termes de fonctionnement, de compatibilité, qu'avec le duo ça fonctionnera bien, et qu'on est bien en phase sur la vision de notre métier, notre mode de fonctionnement, et puis nos valeurs aussi. Donc il y a cette partie-là qui est très importante, parce que c'est vraiment ce qui va faire que le duo va fonctionner. On doit être vraiment dans une confiance réciproque aveugle entre guillemets, et puis de pouvoir se dire que quand je suis pas là, c'est mon duo qui prend le relais. Même s'il a fait une erreur, ok, on assume en duo, et quand on a des réussites, on assume aussi en duo. Donc il y a cette partie-là qui est très prégnante et qui va faire que ça va fonctionner ou pas. En tout cas, si ça n'existe pas, ça ne fonctionnera pas, c'est certain. Ce qui est important aussi pour que ça fonctionne bien, c'est que le dispositif doit quand même être un petit peu organisé, structuré. Alors, je minore un peu ce que je dis, dans le sens où on a eu pas mal avec Florence, en fait, on a interviewé pas mal de duos depuis quelques mois. On est en train de rédiger un livre blanc, et on est en train aussi de pouvoir récupérer de la matière et des retours d'expérience de personnes qui l'ont vécu. Et on se rend compte que finalement, en France, il y a très peu d'entreprises qui l'ont mis en place et qui l'ont structuré vraiment de façon, on va dire, officielle. Il y a HP par exemple qui effectivement l'a structuré, puisque c'est un mode qui vient des États-Unis, qui a plus de 30 ans d'existence, donc c'est pas vraiment nouveau, mais en France c'est vrai que c'est peu connu. En fait, finalement, quand on met en place ce type de mode de travail,
c'est important de pouvoir le structurer dans le sens où on peut pas se dire 2 personnes vont bosser ensemble, on va les laisser faire et ça va fonctionner. Non, il faut prévoir un cadre, c'est-à-dire déjà de dire bon, les responsabilités, quels sont les contours et les responsabilités de la mission, du job en fait. Comment est-ce qu'on se les partage, comment est-ce qu'on fonctionne à 2, comment est-ce que ça se passe quand il y en a un qui est absent, comment est-ce que ça se passe dans l'organisation aussi des congés, quand on est manager et qu'on est en duo par exemple, comment est-ce qu'on gère aussi la relation avec nos équipes, parce qu'on a toujours un peu des collaborateurs qui vont tenter, qui vont aller voir l'un plutôt que l'autre pour certains sujets, et puis il faut être dans une coordination vraiment très très poussée, et de se dire on se connaît très bien, donc on s'est mis d'accord sur une vision, sur des valeurs, donc là-dessus je pense qu'on sera d'accord, ou alors non, je prends le temps et je fais un point en back office avec mon binôme pour se dire est-ce qu'on est ok, est-ce qu'on prend cette décision, etc. Donc ça, et au fur et à mesure, on va dire, de la maturité du duo, on va de plus en plus vite parce qu'on se connaît de mieux en mieux, ça c'est certain. Donc quand je dis structuré, c'est aussi de se dire, ça demande un accompagnement au début. Effectivement, dans le matching des soft skills notamment, de la vision, de la façon de travailler, et puis des outils aussi, des compétences. Et puis dans les premiers mois, de se dire on fait des points assez réguliers pour se dire est-ce qu'on a besoin de se recalibrer ou pas, est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels on s'est pas retrouvé, et puis surtout c'est anticiper les situations de crise entre guillemets, les situations de difficultés, qui peuvent être complexes finalement. Et plus on va être dans cette anticipation là, et plus justement ce sera fluide. Donc il y a toute cette partie là effectivement sur le duo. Au niveau de l'entreprise, et là en tant qu'RH aussi, je prends cette casquette-là, c'est vrai que il faut prévoir un cadre. Déjà, il faut acculturer un peu dans l'entreprise, parce que c'est un mode de travail qui n'est pas du tout répandu et connu en France. Donc il faut quand même avoir sensibilisé les équipes, pas uniquement le duo, mais tout l'écosystème finalement. Les personnes qui vont travailler justement avec ce duo, les interlocuteurs, les équipes, finalement l'ensemble de l'entreprise, pour se dire voilà comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire, et finalement comment est-ce qu'on fonctionne aussi avec un duo, alors que c'est peut-être différent quand on a une seule personne. Donc il y a une partie sensibilisation, accompagnement du collectif, et puis bien évidemment il y a alors ça on est en train de le travailler, mais il y a quand je me mets côté RH, quand on veut développer ce nouveau mode de travail, c'est de se dire comment est-ce qu'on convainc aussi que ce soit nos managers ou notre direction générale, parce que c'est quand même innovant. Du coup, on a toujours besoin de se rassurer sur des expériences qui ont fonctionné. Donc, heureusement, on en a, et à l'étranger, on en a énormément, puisque, par exemple, si je prends la Suisse, l'Allemagne ou l'Angleterre, on a pratiquement 30% des entreprises qui le pratiquent. Donc, on a quand même un retour sur, d'expérience, et c'est pas nouveau dans le sens où ça fait plus de 30 ans aujourd'hui que c'est connu et pratiqué. Donc, on a des choses qui existent. Par contre, on aime bien, en tant que Français, avoir des retours d'expérience en France, et encore plus quelquefois dans le secteur d'activité dans lequel on œuvre, pour être sûr que ça va vraiment fonctionner dans mon écosystème. Donc ça, on est en train de le travailler justement pour se dire est-ce qu'il y a des choses qui sont transposables, finalement qu'est-ce que ça me rapporte. Alors quand je dis qu'est-ce que ça me rapporte, c'est arriver à quantifier, à chiffrer finalement un retour sur investissement d'un mode de travail qui est pas forcément palpable, mais on a réussi à chiffrer quelque chose d'assez précis avec Florence, et donc on a un retour sur investissement qui est positif, qui a plus de entre 120 et 130%. Donc qui est lié. Alors il y a un investissement, puisque c'est vrai que quand on met en place ce mode de travail, concrètement par exemple, la plupart des entreprises elles vont proposer de faire du 60-60, c'est-à-dire que on va avoir un collaborateur qui va travailler 3 jours par semaine et l'autre 3 jours par semaine, pour qu'il y ait une journée en commun de passation et de transmission. Donc finalement quand on fait 60-60, si c'est 6 ça fait 12, donc ça fait 1,2 ETP. Donc, si on prend brut de fonderie comme ça, on se dit, oula, ça va me coûter 20% de plus qu'un collaborateur à temps plein. Mais en fait,
Ce qui est vrai, c'est que oui, il y a un investissement sur la partie rémunération. Oui, il y a aussi des coûts associés. On va avoir 2 mutuelles, on peut avoir effectivement les cotisations patronales qui vont augmenter, on peut avoir 2 lignes téléphoniques, 2 PC. Enfin voilà, on doublonne effectivement certaines choses. Par contre, en termes de gains et d'économie, parce qu'on est aussi sur, il y a 2 parties, il y a la partie gains et la partie économie. On va gagner puisque on a une productivité qui est décuplée. On a pris pas mal d'études qui existent aujourd'hui, notamment à l'étranger, du fait de collaborateurs qui sont investis, engagés et qui sont bien dans leur basket aussi, ont un taux de productivité qui est beaucoup plus important. On a de l'absentéisme qui va baisser parce qu'en termes de charge mentale, le job sharing permet justement aussi d'avoir une charge mentale beaucoup plus va baisser, dans le sens où un temps partiel normal, moi je l'ai vécu, quand on est, imaginons, alors 80% c'est le pire, parce que 80% on fait 100%, on est payé 80 et en plus on a une charge mentale de 120. Bon, bref. Donc imaginons, on prend 3 jours par semaine. Sur un poste, par exemple, moi je l'ai fait, sur un poste de DRH, j'étais 3 jours par semaine. Et en fait, finalement, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? C'est que le 4e jour et le 5e jour, déjà, on regarde ses mails parce qu'on se dit, bon, qu'est-ce qui va se passer? Alors, est-ce qu'ils ont besoin de moi, etc. On reçoit forcément des mails. Potentiellement, on a le DG qui nous appelle ou le manager qui est en crise parce que il y a quelqu'un qui est absent, enfin, peu importe. Donc, finalement, on est aussi joignable et on coupe pas vraiment pendant les jours où on n'est pas là. Et finalement, la charge mentale, elle reste à 100, voire à 120, alors qu'on a une rémunération et un temps de travail effectif à 60. Quand on est en job sharing, finalement, on a un temps de travail à 60, une charge mentale à 60%. Parce que les 2 autres jours, en fait, où on n'est pas là, c'est notre binôme qui prend le relais. Et on sait, en fait, puisqu'on est dans une relation de confiance, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on sait qu'il va prendre le relais et qu'il le fera bien. Et en fait, on se soucie pas de se dire bon mince, est-ce que j'ai oublié, est-ce que on va m'appeler, etc., etc. De toute façon, l'organisation fait que les outils prévoient aussi que le contact sera directement auprès de la personne qui sera là. Et ça change tout en termes de santé mentale. Notamment, alors malheureusement en plus on a des chiffres sur les temps partiels, on a beaucoup plus de femmes qui sont sur des temps partiels et qui en plus malheureusement encore sur certains chiffres statistiques démontrent qu'il y a encore une grosse partie du travail à la maison, on va dire, un double travail qui fait qu'il y a une charge mentale aussi importante. Ces éléments-là font effectivement que on va faire baisser les risques de burn-out, les RPS, l'absentéisme même maladie, et on va être en meilleure santé mentale en fait. Et donc ça, c'est une économie qui n'est pas neutre parce qu'aujourd'hui on a des des chiffres qui sont un peu alarmiste sur le sujet de la santé mentale en France. Donc c'est peut-être aussi un dispositif qui peut répondre à ça, de se dire que on a moins de charge mentale et on arrive à allier justement aussi de se dire qu'on fait pas une croix sur sa carrière professionnelle, parce que quand on est un temps partiel aussi, c'est de se dire finalement j'ai besoin de passer à temps partiel pour tout un tas de raisons, que ce soit pour des raisons organisationnelles, humaines, matérielles ou des projets aussi, mais finalement je suis presque obligée de descendre en termes de baisser finalement en termes de responsabilité ou d'intérêt dans mon job, ce qui crée aussi de la frustration en fait, qui crée aussi une charge mentale négative, parce que du coup on se sent un peu frustré, on se sent obligé, on se sent contraint, alors que là finalement on n'a pas cet élément-là. Donc il y a tous ces éléments-là, et puis on a du coup par effet induit une baisse du turnover aussi. On a interviewé les 2 anciennes DAF de HP qui ont été du coup à Grenoble pendant 21 ans en job sharing. Elles étaient à 60% toutes les 2. Et donc au début elles l'ont fait pour des raisons d'organisation familiale, et puis en fait elles sont restées pendant 21 ans jusqu'à leur départ en retraite, et elles ont évolué sur une dizaine de postes différents ensemble. Et en fait ce qui s'est passé, c'est qu'à plusieurs moments de leur vie professionnelle, elles se sont dit il y en a une qui s'est posé la question, est-ce que je pars, est-ce que je reste, est-ce que j'ai envie de faire autre chose, etc. Et c'était intéressant de voir que quand elles nous ont partagé ça, en fait elles nous disaient en fait, on est resté l'une pour l'autre aussi, parce que on avait cette espèce d'engagement aussi réciproque et de se dire finalement on bosse super bien ensemble. En fait, on va rester comme ça. On va évoluer en interne, mais on va rester. On n'a pas envie en fait de
de quitter notre binôme quelque part. Et donc ça a créé de la fidélisation aussi. Potentiellement, si elles avaient été seules sur leur poste, il y en aurait peut-être une ou même les deux seraient peut-être parties ailleurs sur un autre job dans une autre entreprise. Et puis il y a une partie aussi économie de formation, parce que quand on vient finalement en job sharing, on apprend l'un de l'autre, on monte en compétences parce qu'on a forcément des compétences complémentaires différentes, et donc de la formation qui pouvait être un peu quand on est seul, forcément on a besoin d'avoir des sessions de formation sur des compétences particulières. Là on a aussi une économie qui est liée justement à la diversité des profils et au fait que peut-être il y en a un qui va même acquérir des compétences à l'externe et qui va les transmettre à son binôme en interne, etc. Enfin voilà, sur cette partie là, et notamment quand là c'est Florence, elle l'a vécu en Allemagne avec son job tandem. En fait, son job partner en fait venait d'un autre métier et il l'a rejoint sur son emploi. Elle est passée à 60% et lui du coup a changé de métier. Et donc il y a eu aussi une économie finalement de formation dans le plan d'intégration quelque part, dans le sens où c'est elle à titre individuel qui a formé et qui a accompagné son binôme à monter en compétences, alors que si Thomas avait voulu prendre ce job de façon unilatérale sans job sharing, l'entreprise aurait dû investir sur une formation technique, du temps, ça aurait pris en plus beaucoup plus de temps que ce que ça a été, puisque c'est beaucoup plus rapide avec un accompagnement très individualisé, quelque part personnalisé. Donc ça a permis aussi, ça peut permettre aussi des reconversions ou des changements des passerelles en fait métiers dans l'entreprise facilités. Oui, non, mais c'était en fait, et du coup, j'ai eu plein de questions auxquelles vous avez répondu au fur et à mesure, mais qui me sont venues. Je vais essayer de les poser, ou en tout cas de redire aussi un petit peu ce que j'ai pu comprendre. Mais déjà, j'avais une question qui m'est venue justement. Combien de temps en moyenne on reste en job sharing? Est-ce que c'est plutôt un moment transitoire, ou est-ce que on peut rester des années et des années en job sharing? Donc, j'ai eu une réponse avec le cas de 21 ans, mais est-ce que c'est un cas extrême, ou est-ce que globalement c'est quoi la moyenne? Alors c'est très disparate, dans le sens où ça peut effectivement être quelque chose, un mode de travail qui correspond. Par exemple, effectivement, ce binôme-là l'a fait toute sa vie, et puis en Allemagne, en fait, c'est très mature, et en Suisse aussi. Donc, on peut finalement se projeter en se disant, je vais faire ma carrière en job sharing, que ce soit avec la même personne ou avec des personnes différentes, d'ailleurs. C'est pas forcément avec la même personne tout au long de sa carrière. En France, on a des exemples un peu plus nuancés, c'est-à-dire qu'on a des expériences qui sont entre 3 et 4 ans plutôt. Pourquoi ? Parce que la dynamique du job sharing est moins mature, et que en fait finalement ça s'est fait un petit peu pas sur un coin de table, mais par des rencontres individuelles, et non pas impulsées par l'entreprise en tant que telle. Donc c'est plutôt un cycle, ça a été plutôt un cycle finalement dans un emploi à un moment donné de leur vie, qui répondait aussi à un besoin particulier à un moment de leur vie. Mais les deux peuvent s'envisager, c'est-à-dire que ça peut effectivement, si on est par exemple dans le cas de se dire j'ai besoin de prendre du temps parce que je voudrais m'occuper de mes enfants par exemple, ça peut être de se dire je sais pas, pendant 3-4 ans, les premières années de on va dire en bas âge, je fais ça, puis après je reprends un poste à temps plein, et ça peut être en fait non, moi j'envisage pas ma carrière autrement qu'en slashing par exemple. Et donc, du coup, je construis aussi mon modèle et ma carrière professionnelle ainsi. Donc, en France, on est plutôt sur des courtes durées. Alors, sauf HP est un peu on va dire l'ovni en France, parce que c'est d'ailleurs ces deux co-DAF, en fait elles ont été les premières en France à faire du job sharing. Donc du coup elles étaient vraiment aux prémices, c'était en 95 je crois, et donc du coup ça a été c'est celles qui ont été les plus précurtrices on va dire, et puis qui ont duré sur plusieurs années, mais effectivement, on constate à l'étranger plutôt là pour le coup que les personnes qui ont goûté entre guillemets au job sharing et qui ont trouvé un équilibre financier aussi,
parce qu'il faut aussi que ça réponde à un équilibre financier. Donc soit qui ont des activités complémentaires, soit qui ont trouvé effectivement un équilibre dans leur organisation qui permet de vivre comme ça, ou alors c'est sur du temps donné parce que ça répond à un besoin et à une situation particulière dans le cadre d'une vie personnelle et professionnelle. Oui, tout à fait. Oui, on pensait, en effet, aux personnes aidantes ou voilà, si on a des parents vieillissants ou un enfant en situation de handicap, c'est pas les 3 premières années dont il aura besoin. C'est jusqu'à très tard. Enfin, donc ça peut répondre à des besoins de vie aussi longs. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a des expériences plus matures à l'étranger, en Allemagne, en Suisse, je note. Et d'ailleurs, je pense en ressources du podcast, je pense que vous aurez plein de ressources à nous donner, y compris votre site internet, mais des ressources qui peuvent éclairer les personnes qui veulent aller plus loin sur cet élément-là. Vous parliez tout à l'heure aussi de secteur d'activité. Est-ce que le job sharing c'est plus adapté à un secteur qu'un autre, à certains postes plutôt qu'à d'autres? C'est une question qui nous est souvent demandée et on a fait aussi des benchmarks à l'étranger pour voir un peu ce qui se passait. Notre conclusion à ce jour, c'est non, c'est pas forcément réservé à un secteur d'activité. Par contre, ce qui est vrai, c'est que c'est réservé à une dynamique et une culture d'entreprise, une maturité, on va dire, que ce soit dans la politique managériale et la politique RH. On voit bien que c'est un mode de travail qui nécessite de l'autonomie, qui nécessite du lâcher-prise, de la confiance, et de sortir un peu de notre fonctionnement peut-être un peu hiérarchique, pyramidal, classique. Donc il faut effectivement que ce soit des entreprises qui soient suffisamment matures pour accepter des remises en question et des évolutions de leur façon de manager, leur façon d'accompagner les salariés et d'envisager une façon différente de travailler en fait. Donc c'est plus dans la maturité, la culture d'entreprise que ça va se jouer. Et on voit bien dans beaucoup de startups, on a énormément de co-CEO par exemple. Ça se fait beaucoup en fait le top sharing parce que c'est un mode de travail qui répond à plusieurs enjeux, et au niveau des startups qui sont plus souvent, on va dire, à même à être ouvertes sur de l'innovation RH et managériale, c'est plus développé. En tout cas, c'est plus assis, on va dire. Mais pour autant, quand on prend à l'étranger, on a des très grosses structures qui proposent du job sharing parce que justement il y a une capacité aussi en termes de ressources, que ce soit humaines et financières et organisationnelles, de créer une dynamique en interne et ça fait partie d'acquis sociaux quelque part en fait, de dispositifs qui sont proposés pour proposer un meilleur équilibre vie pro vie perso aux collaborateurs, et voire même de faire de la fidélisation en proposant de développer des compétences autrement finalement. Donc je pense pas que ce soit lié à un secteur d'activité. Et en termes de métier, si on va jusqu'au bout du bout, quelque part on pourrait se dire que les 3-8 c'est du job sharing. Donc nous on part du principe que le job sharing, il y a quand même une période de passation, une transmission, on va dire, entre le binôme. Et donc effectivement, les exemples que l'on a en France en tout cas, c'était plutôt des postes, on va dire, de cadre, voire d'assimiler avec une certaine autonomie dans l'organisation et dans la prise de décision. Mais c'est pareil, on a des exemples qui sont très très variés, autant sur des missions, on va dire commerciales, que des fonctions support, que des missions. On a un exemple dans une école où des chargés de projet, étudiants. Enfin, on a vraiment des choses qui sont très très différentes. Chez HP, c'était sur les fonctions support, mais pas que. On pouvait avoir aussi sur des fonctions expertise technique métier. Donc j'ai envie de dire, ça dépend plutôt de la culture et de la volonté de l'entreprise à se dire, est-ce qu'on est en capacité, est-ce qu'on a envie de faire évoluer finalement notre mode de travail et la façon dont on envisage justement aussi l'organisation de l'activité, parce que c'est une remise en question
aussi quand même de l'activité, plutôt que vraiment un secteur et un métier, parce que potentiellement, si on fait des grandes généralités comme celle-ci, je suis pas sûre que ça soit vraiment vérifiable, dans le sens où on peut se dire, par exemple, sur les deux DAF, par exemple, aussi bien ça a super bien fonctionné chez HP, mais ça ne fonctionnerait pas du tout sur le même métier, par exemple, dans une autre structure. Donc voilà, c'est pour ça que je mesure un peu sur la partie métier, parce que je pense que c'est pas vraiment lié au métier en tant que tel. Et du coup, vous parliez quand même d'un besoin d'accompagnement des entreprises vers cette transition vers ce mode d'organisation. Comment vous accompagnez les entreprises dans la transition vers ce mode d'organisation, sachant que j'ai entendu que c'était encore un work in progress, du coup, qu'il y avait encore des choses qui étaient en évolution. Mais comment actuellement vous accompagnez les entreprises là-dedans? Il y a beaucoup d'acculturation. Parce qu'effectivement, là, on est dans une phase où les entreprises ont besoin déjà de comprendre et de connaître ce dispositif et ce mode de travail. Donc, on a une partie accompagnement, sensibilisation dont je vous parlais tout à l'heure, qui est hyper importante et qui prend aussi pas mal de temps. Mais nous, on accompagne en 3 phases. C'est-à-dire qu'il y a une partie, effectivement, de se dire, le job sharing, c'est ce que je disais, c'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour toutes les organisations. Il y a une partie audit diagnostic, en fait, de se dire, bon, est-ce que ça peut fonctionner dans mon organisation, en fonction du fonctionnement, de la culture, de la maturité, de mes besoins aussi, de mes points de tension, de mes objectifs. Est-ce que ça peut répondre? Et si ça répond, sur quoi est-ce que ça peut apporter une réponse aux enjeux de l'entreprise et aux enjeux des collaborateurs. Là, on est en train d'accompagner une entreprise sur la partie plutôt, finalement, ça peut répondre plutôt sur un point de fidélisation, parce qu'il y a un turnover fort sur une certaine typologie de métier, et donc l'idée, c'est de pouvoir trouver des solutions de rétention, entre guillemets, de fidélisation, en proposant ce mode de travail avec une organisation dans un écosystème particulier. Donc, en fait, on est beaucoup sur du sur-mesure, en fait. Du sur-mesure, parce que déjà, c'est un mode de travail qui doit être volontariste. Si on impose du job sharing, ça ne fonctionnera pas. Ça fait partie un peu aussi des facteurs clés de succès, c'est-à-dire que le duo, il doit se co-choisir, mais aussi il doit être volontaire à le faire. Si on a des personnes qui sont réticentes et on leur impose que ce soit un temps partiel ou de travailler avec quelqu'un avec qui n'a pas envie de travailler, on est sûr de perdre les 2 personnes. Donc du coup, il y a cette partie-là, effectivement, diagnostic, et de se dire à quoi ça répond, comment est-ce que ça peut s'intégrer, comment est-ce que ça peut fonctionner dans mon organisation. Ensuite, il y a une partie plus opérationnelle, concrète, c'est-à-dire de se dire, ok, une fois qu'on a identifié dans quelle mesure ça peut répondre à un besoin, concrètement, juridiquement, parce qu'il y a une partie, nous on est quand même très à cheval sur la partie droit social quand même en France, donc ça fait partie des sujets qui reviennent assez en premier. Comment est-ce qu'on le cadre juridiquement? Donc ça, on a cette partie-là. Comment est-ce qu'on l'organise en termes de fonctionnement, d'outils, de rituels, de matériel même, c'est un bureau, comment ça marche, enfin toute cette partie finalement mise en place opérationnelle. Et puis du coup, matching aussi du duo, c'est-à-dire que est-ce qu'on est sûr que ça va fonctionner, comment est-ce qu'on vérifie qu'on est et complémentaire et compatible sur nos visions, sur nos valeurs, sur nos compétences. Donc ça, il y a cette partie-là aussi. Et puis avec notre manager et notre écosystème interne, parce que le manager du jour au lendemain, il se retrouve à avoir aussi 2 interlocuteurs. C'est comment est-ce que je manage moi aussi 2 personnes sur une même zone de responsabilité. Donc on accompagne aussi le manager en fait, parce que c'est pas forcément évident. Et donc il y a aussi des points de vérification, on va dire, sur certains aspects. Et une fois qu'on a mis en place, après on suit dans le temps. C'est-à-dire que forcément ça suffit pas de faire un one shot, il faut aussi se dire qu'il y a un suivi au moins sur les premiers mois de mise en place, avec des échéances régulières et un cadrage en se disant ok, est-ce qu'on recalibre, est-ce que c'est ok, est-ce qu'on fonctionne différemment, est-ce qu'on a des retours d'expérience qui n'ont pas fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne mieux, etc. Donc là, en général, sur les 3-6 premiers mois, on a aussi des points de rencontre réguliers sur le sujet. Et pour des entreprises qui sont plus matures et qui ont envie d'impulser une dynamique plus collective, on va dire, on peut aussi être dans l'animation d'une communauté.
une communauté de job sharers et de se dire bon bah au ski on a une base de données, on va créer aussi de la mobilité interne, des passerelles, des points de rencontre et de pouvoir animer aussi avec soit du co-développement, soit des animations régulières pour les faire travailler ensemble et puis les faire grandir en fait en termes de pratique. Oui, parce que justement au niveau opérationnel, un auditeur par exemple qui serait intéressé, qui se dit ouais c'est une super idée le job sharing, moi j'aimerais bien, c'est un mode de travail, un mode d'organisation qui me plaît. Comment ça se passe pour lui s'il a envie de faire du job sharing, si concrètement il y a des sites spécialisés, il faut se rapprocher de vous, comment ça se passe? Aujourd'hui, il n'y a pas de site spécialisé en France et justement nous on se positionne aussi sur ce schéma-là en se disant bon bah si il y a une entreprise qui souhaite le développer en tant que dispositif, on les accompagne. S'il y a des collaborateurs qui ont envie déjà de faire connaître ce mode de travail à leur entreprise et voire même de faire vivre un groupe pilote par exemple, un duo pilote. On fonctionne beaucoup par duo pilote en fait. Quand on met en place déjà un pilote pour faire c'est un peu le test and learn et pouvoir ensuite déployer à plus grande échelle. Et donc, on peut accompagner effectivement le collaborateur, puis il nous met en relation. En fait, c'est ce qui s'est passé. On a 2 cas là que j'ai en tête, où en fait le collaborateur a pris contact avec nous. Il nous a mis en relation avec, bon là c'était les RH, mais ça peut être aussi le manager. Enfin voilà, on va dire un décisionnaire dans l'entreprise. Et nous, on peut effectivement expliquer, acculturer et puis ensuite proposer d'avoir un duo pilote avec la personne en question. Et quand c'est une personne interne, on a 2 possibilités. Soit on se dit qu'effectivement on va rechercher le duo dans l'entreprise. Donc ça passe effectivement par une ouverture, on va dire un appel à candidature interne avec le process de matching, etc. Soit s'il y a personne effectivement dans l'entreprise, ça peut être de recruter à l'externe aussi. Voilà, il y a plusieurs opportunités, plusieurs solutions qui sont possibles. Est-ce que vous avez parce que vous avez cité plein d'exemples différents, est-ce qu'il y a un exemple particulièrement inspirant où le job sharing a permis de transformer une organisation ou une carrière? C'est difficile d'en prendre qu'un seul parce que tous les échanges qu'on a pu avoir avec des duos, ils l'ont tous vécu de façon impactante. Moi, je l'ai vécu aussi, enfin moi à titre perso aussi. Si je devais en prendre qu'un, on a fait un webinaire la semaine dernière sur l'intergénérationnel. On a fait intervenir en fait un duo intergénérationnel, donc avec une personne qui était plus senior, une dame Yvette, et un junior, Brice qui était un peu plus junior. Je crois qu'ils avaient 30 ans d'écart, donc voilà, on est vraiment sur un écart important. Et eux, je trouve que c'est hyper puissant parce que en fait, ils nous ont partagé tous les deux déjà. Ils l'ont vécu pendant pratiquement 4 ans. Sur un modèle en plus, un statut particulier parce que lui était en salarié et elle était en prestataire. Et pour autant, ils l'ont vécu sur plusieurs années ensemble. Ce qui lui a permis, lui, de monter en compétence sur des missions et sur des des responsabilités qu'il n'aurait jamais eues finalement sans le job sharing. Parce que très junior dans sa fonction, parce que en termes de croyances limitantes aussi et de fonctionnement dans l'entreprise en France, on a quand même des freins liés à l'agisme quand même. Voilà, c'est quand même réel. Et donc il nous a partagé ça en fait, que la puissance que ça lui a apporté en termes de booster de carrière et booster de développement de compétences. Et elle, enfin c'était super son retour parce que elle nous disait en fait moi j'ai tellement appris de ce jeune en fait qui m'a appris plein de choses sur on va être un peu dans les stéréotypes, mais dans tout ce qui est une nouvelle façon de travailler, nouvelle technologie, mais aussi sa vision du travail, son côté presque naïf entre guillemets, rafraîchissant qu'elle avait perdu en fait. Et donc qui a vraiment créé beaucoup de performances, beaucoup d'énergie et d'émotion même. Ce côté émotionnel était très prégnant et qui les a impactés vraiment dans leur carrière professionnelle tous les deux. Là, ça fait plusieurs années qu'ils ne le font plus. On les a fait intervenir sur ce webinaire et en fait, c'est comme si c'était hier, quoi. Ça les a vraiment marqués émotionnellement, en fait. C'est ce que j'en retiens aussi, c'est que ça permet des connexions humaines très fortes. On parle aujourd'hui du coup
finalement, qu'est-ce qui fait la performance d'une entreprise? Pour moi, c'est l'humain et nous sommes des êtres sociaux. On a besoin de travailler ensemble et on voit bien que plus on est en connexion et plus on a du bien-être individuel, collectif et de la performance en fait. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je crois que ça va redonner aussi un sens finalement au côté social et au côté humain en fait des organisations qu'on a pu peut-être un peu perdre avec le Covid. On a été en repli un peu sur soi, avec aussi le travail à distance qui a fait que certains métiers ou certains secteurs ont vu plus d'individualisation finalement de la relation. Et là, je pense que ça crée vraiment une dynamique aussi de revenir au fait qu'on a besoin d'être ensemble et de travailler ensemble et que ça crée vraiment de la richesse. Oui, d'ailleurs, ce webinaire a été enregistré. Il y a un replay disponible. Oui, il me semble. Donc, si ça vous va, on peut le mettre aussi en lien ressource du podcast pour ceux qui ont envie d'avoir l'échange que vous avez pu avoir avec ce duo inspirant, du coup. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ouais, tout à fait. Et du coup, comment vous voyez l'évolution du job sharing dans les années à venir en France? Parce qu'on voit qu'il est développé en Allemagne, en Suisse. Comment vous voyez les choses en France? Je les vois très bien. Dans le sens, je pense que vraiment, j'ai une forte conviction sur le fait que ça répond à des besoins d'entreprise sur des sujets de gestion des talents, en fait, gestion de la compétence, avec tous les éléments qu'on a pu voir ensemble précédemment. Je pense qu'il y a un vrai sujet un vrai enjeu de performance des entreprises et de pérennité même de la compétence et de la performance. Et je vois que c'est un vrai enjeu sur les attentes et les leviers d'engagement et de motivation des salariés. Je pense que c'est un dispositif qui est très souple, qui permet plus d'agilité, qui permet plus de personnalisation. Et en fait, ce sont des enjeux qui sont attendus aujourd'hui de la part des salariés. Un salarié, il a besoin aujourd'hui qu'on s'adapte à sa situation personnelle, individuelle, qui peut changer d'une année sur l'autre, voire même d'un mois sur l'autre. Et du coup, ça répond à ça aussi. Ça va permettre plus d'agilité, plus de transversalité, une meilleure sécurisation aussi des compétences. Et ça, je pense que c'est quand même très important dans un monde où effectivement tout est beaucoup plus rapide et aussi les durées de tenue de poste. Aujourd'hui, on a des carrières qui sont plus rapides aussi. Et l'entreprise doit suivre avec tout ça. Voilà, il y a un vrai enjeu et je pense que sa réponse, c'est quelque chose en plus qui peut être effectivement soit pérenne, soit temporaire et donc c'est flexible en fait quelque part. Et ça va un peu dans la lignée, on va dire, dans la mouvance des semaine de 4 jours, du full remote, enfin tous ces sujets-là où on a remis énormément en question notre rapport au travail, la façon dont on souhaitait travailler. On parlait effectivement des plusieurs carrières professionnelles ensemble en même temps, mais c'est tout à fait vrai. Aujourd'hui, on est malgré nous dans des situations où on a besoin de diversité, on a besoin de faire les choses plus rapidement. On est entraîné en fait dans une dynamique collective, on va dire, et ça peut répondre à tout ça en gardant tout de même côté santé et le côté équilibre de vie pro, vie perso. Et ça, je pense que c'est un élément très très important aujourd'hui aussi pour les salariés. C'est que on n'est plus du tout. Moi, je vois à titre personnel, quand je me fais un flashback d'il y a 10 ans. Je me dis mais en fait je pourrais jamais revenir à ce que je faisais il y a 10 ans. J'ai plus du tout le même rapport au travail. Ça veut pas du tout dire que je ne suis pas du tout engagée. Au contraire, je pense que je suis beaucoup plus engagée, impliquée et en termes de finalement si je suis financière, j'ai plus de volume d'heures de travail. Mais par contre, j'avais pas d'équilibre vie pro vie perso. En fait, sur mes postes de directrice RH, je savais, et c'était quelque part un consensus commun, de se dire que quand tu étais DRH, tu faisais une croix un peu sur ta vie personnelle pendant un temps. Aujourd'hui, on peut avoir cet équilibre-là, et notamment grâce à ce type de mode de travail. Et ça change tout, parce que ça permet d'ouvrir des perspectives qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années. Du coup, en fait, ça résume en une phrase ce que j'en retiens. J'avais une ancienne responsable, mon ancienne manager, qui disait aujourd'hui les femmes elles veulent tout, mais elles comprennent pas qu'elles peuvent pas tout avoir. Et en fait, je trouve que ce mode d'organisation, le job sharing, permet quelque part
de tout avoir, comme elle dit. Et en fait, en effet, le problème quand on souhaite un temps partiel, l'équilibre vie privée vie pro, c'est qu'on fait du coup une croix sur notre vie professionnelle, alors que certaines personnes ont fait quand même de longues études pour ça, se sont battues pour arriver à un certain niveau. Donc c'est compliqué d'accepter de renoncer à une carrière pour garder l'équilibre. Et puis en même temps, sinon c'est renoncer à sa vie personnelle, aux premières années de son enfant, première ou pas que première d'ailleurs, à être présente pour ses enfants, sa famille, etc. Et là, le job sharing, j'ai le sentiment quand j'écoute votre intervention, que ça permet en fait justement d'avoir tout quelque part, de trouver un équilibre. C'est vraiment en plus l'objectif du podcast, de permettre aux personnes de trouver un équilibre. Donc ça permet de trouver un équilibre finalement entre toutes ces aspirations qu'on peut avoir, personnelles et professionnelles, parce que si on n'avait que des aspirations personnelles quelque part, ce serait pas grave, mais c'est parce qu'on a aussi des aspirations professionnelles que on est en recherche de solutions qui nous permettent de trouver l'équilibre entre tout ça, un job qu'on aime, dans lequel on a des responsabilités, de l'autonomie, la possibilité de créer des choses, de décider des choses, et en même temps sans renoncer complètement à sa vie personnelle, pouvoir quand même aller voir les chants de Noël de ses enfants le 20 décembre ou des choses comme ça, quoi. Exactement, et voir même d'avoir une évolution professionnelle même. Oui, avec le duo dont vous parliez là, dont j'irai regarder le replay, j'ai vu j'ai pas pu assister au webinaire. Mais en effet, ce qui peut aussi en effet booster une carrière, j'entends, ça c'est quelque chose d'intéressant et que j'avais pas en tête. Si on devait clôturer le podcast par un conseil, une ressource, quelque chose que vous souhaiteriez partager avec les auditeurs de Changer pour mieux. Ce qui me vient là, mais c'est à chaud. Il y a un dicton qui dit choisir c'est renoncer. Moi, je crois qu'en fait, on peut choisir sans renoncer. Je terminerai là-dessus parce que ça a fait écho à ce que vous disiez tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui, il faut s'écouter. Bon là, je prends ma casquette de coach. Faut s'écouter. On peut aujourd'hui, on a la chance d'être dans un moment de vie où effectivement on peut tout avoir. Certes, il faut faire des choix, mais je pense qu'on n'est pas obligé de renoncer à certaines choses. Donc je suis un peu optimiste. Je vais finir sur une note optimiste. Et puis après, ce que je conseillerais, c'est de rester ouvert, sur moi, je suis beaucoup en veille, en ouverture, en curiosité sur ce qui se fait, sur ce qui se passe, j'accueille beaucoup de choses et je pense que c'est la clé aussi, d'être bien, d'être aligné et de pouvoir trouver ce fameux équilibre aussi, de se dire c'est un peu sortir de sa zone de confort et de se dire il y a peut-être d'autres choses qui existent différentes, et donc c'est être en accueil de la différence et de l'ouverture, et c'est un peu mon mantra, donc je partagerai ça. Bon, merci. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin en coaching, par exemple, se faire coacher, je mettrai aussi en ressources le lien vers Metaphor Human. Ça, on n'en a pas beaucoup parlé, mais la société de coaching que vous dirigez, là, c'était plutôt axé job sharing, mais il y a aussi cette casquette de coach qui peut aussi aider certains auditeurs. Merci beaucoup Léna pour ce partage et peut-être que vous reviendrez dans le podcast pour votre casquette de coach ou votre parcours professionnel. On n'a pas eu le temps de tout voir. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup Sophie. Merci d'avoir écouté cet épisode de Changer pour mieux. J'espère qu'il vous aura aidé dans vos réflexions, qu'il vous aura appris de nouvelles choses, ce que c'est notamment que le job sharing, que peut-être vous aura inspiré ce nouveau mode de travail. Merci de votre fidélité et à bientôt pour un prochain épisode.